qui m'a marqué, moi, c'est qu'on se dise, ok, on va recruter cette personne qui fait ce même job, mais chez le concurrent. Il suffit que toi, tu arrives de mauvaise humeur le matin. Il aura peut-être moins de chance, le candidat, que celui que tu vas voir le lendemain, où tu vas être peut-être dans de meilleures dispositions. Pas de bras, pas de chocolat, pas de scorecard, pas de recrutement. On est vraiment sur cette logique-là, avec la scorecard, de se concentrer sur des éléments factuels, des compétences attendues. C'est que quand j'appelle les candidats pour leur dire « voilà pourquoi je t'ai pas retenu », j'ai des candidats qui me disent « je savais, après cet entretien, que je n'étais pas retenu ». Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui justement, je reçois Malika Hashmaoui, Head of Talent Acquisition chez Equino. J'ai discriminé, mais je me soigne. Voilà l'aveu sincère que m'a fait Malika en préparant cet épisode. Derrière ce ton humoristique, ces mots témoignent de la lucidité et de l'engagement de Malika face à un sujet aussi complexe que sensible, la discrimination dans le recrutement. Ensemble, nous allons discuter de l'impact que peut avoir les biais inconscients dans le processus de sélection et de comment Malika travaille au quotidien pour les identifier et les éliminer. Recrutement, des biais, au fait, on en parle sans tabou avec Malika. Bonne écoute. Bonjour Malika, Bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast. Tu sais Malika, on commence par une petite tradition qu'on a dans Les Pieds sur le Bureau, qui est le CV en moins d'une minute, qui est notre manière à nous d'introduire les invités. Je te propose du coup de te présenter en une minute chrono. Ok, on y va. Bah c'est parti. Alors du coup, je suis Malika Hashmaoui, j'ai 41 ans. Ça fait 15 ans que je travaille dans le recrutement. J'insiste sur le mot recrutement parce que j'ai jamais fait de généraliste RH. Et dans le recrutement, j'ai commencé d'abord comme campus manager. J'ai travaillé sur la marque employeur avant d'évoluer vraiment sur aujourd'hui ce que l'on entend par recrutement, c'est-à-dire de l'évaluation. J'ai évolué dans pas mal de secteurs d'activité différents. Et aujourd'hui, je suis Head of TA chez Equino. Alors Equino, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de transformation digitale. On entend ça un peu partout et le mot commence à être un peu galvaudé, on va dire. Ce qui nous différencie peut-être, c'est que depuis 15 ans, on fait travailler des experts en mode projet, donc des designers, des ingénieurs, des consultants, des experts de la data, parmi tous les métiers qu'on peut y trouver, et on accompagne les clients vers des problématiques qu'ils ont. On les aide justement à trouver le sujet, comment le déployer, et ensuite on prépare une petite solution sur mesure. Parfait. J'ai bloqué le chronomètre à la fin de ton introduction, puisque tu nous as parlé d'Equino ensuite, c'est top. Tu étais dans les temps, évidemment. Moins de 30 secondes sur ta présentation. Et puis, merci de nous avoir parlé un petit peu d'Equino. On va rentrer dans ce sujet. T'as vu, je t'ai piqué cette petite phrase que tu m'avais dit en préparant cet épisode. J'ai discriminé, mais je me soigne. Derrière, il se cache un vrai sujet. Et puis, tu me le disais aussi... en commençant ta carrière, tu t'étais dit jamais je discriminerai, mais pourtant, c'est des choses qui peuvent arriver. Comment en fait t'en es arrivé à se dire ce genre de phrases ? Oui, complètement. En fait, quand tu t'appelles Malika, que tu as fait tout ton parcours en ZEP, tu te dis quand même que tu es immunisé contre la discrimination, que c'est un mot que, de toute façon, qui est très très loin de toi, que toi tu peux le subir, mais que jamais tu le feras subir aux autres. Et puis, au final, ce sujet, quand on en a discuté, c'est vrai que le titre est un peu peut paraître un peu provoque, mais derrière, il y a toute une sensibilité que je veux amener. Alors, c'est un mix entre plein de choses. Peut-être que c'est aussi une forme de mea culpa. C'est aussi pour dorer la vision du métier de recruteur, en se disant que c'est un métier qui n'est pas fixé, qui évolue depuis des années, qu'on a des nouvelles méthodos, des nouvelles communautés, qu'on travaille sur des nouvelles choses, et c'est un petit peu un mix de tout ça. Ouais. En fait, on en parlait aussi avec Christelle Vaugelat-Cadipé, qui t'a recommandé notamment sur ce podcast, qu'on salue. Mais on se disait sur cet épisode qu'on a tourné avec Christelle qu'il n'y a pas vraiment de formation dans le recrutement. Et en fait, du coup, tu en arrives potentiellement à répliquer des méthodes de recrutement qu'on t'inculque ou on te forme en peu de temps sur ces méthodes-là. Et toi, c'est ce que tu as pu aussi voir dans les différents
jobs sur lesquels tu es passé. On a pas mal parlé de ça en préparant l'épisode. Tu as eu différentes expériences dans différents environnements. Et du coup, c'est aussi ça qui a amené ce cheminement. Ouais. Justement, j'insistais sur le fait que j'ai pas un profil généraliste RH. Pourtant, j'ai une formation RH. J'ai d'abord fait de la psycho et de la socio avant de terminer par un master RH. Et pendant ce master, on t'enseigne beaucoup de choses sur le plan de formation, le bilan de formation, sur le légal, sur de la paye. Mais le recrutement est survolé et c'est même un peu le moment où c'est le moment un peu fun de la formation où en fait, qu'est-ce que tu fais juste de la mise en situation, mais tu n'es pas formé à de la méthodo derrière. Moi, je suis quelqu'un de plutôt extraverti, donc c'était un peu ce qui m'intéressait le plus au niveau de la formation. Mais en fait, tu arrives avec un bac plus 5 dans ton entreprise et on te pousse un peu dans le grand bain en te disant le recrutement, c'est d'aller chercher tel ou tel profil. Donc toi, tu arrives en entretien, tu as ta fiche de poste, ton annonce, et tu te dis je vais évaluer par rapport à ça. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de l'entretien au feeling. L'entretien au feeling, c'est plein de dangers. Il suffit que toi, tu arrives de mauvaise humeur le matin. Il aura peut-être moins de chance, le candidat, que celui que tu vas voir le lendemain, où tu vas être peut-être dans de meilleures dispositions. Tu vas être aussi happé par des biais quand c'est une cooptation. Tu es aussi sensible à des biais comme l'effet de récence, où le dernier candidat que tu as vu, c'est celui que tu retiens parce que tu oublies un peu ce que t'ont dit les autres, même si tu as pris des notes. Bien sûr. Et puis, il n'y a pas vraiment d'évaluation, pour être honnête. Ouais. Et déjà, ça part de la base. Moi, j'ai le souvenir un petit peu. J'ai fait aussi du recrutement avant, quand j'étais en début de carrière, plutôt dans mes stages, etc. Et je recrutais chez Philips. Et en fait, que ce soit, ou même en cabinet avant, en chasse de tête, ce qui m'a marqué, moi, c'est qu'on se dise, OK, on va recruter cette personne qui fait ce même job, mais chez le concurrent. Je recrutais des directeurs de magasins, des directeurs régionaux dans le retail. On se disait, OK, on va aller chez telle marque, on va chercher leur directeur. En fait, il y a déjà un biais dès le démarrage, en fait, avec ces méthodes-là, d'aller chercher ce qui se fait ailleurs pour le même job, quoi. Complètement, c'est exactement ça. Moi, j'ai commencé en plus ma carrière dans un cabinet d'audit et de conseil où en fait on recrutait aussi, le premier critère c'était la formation. Donc on allait dans le top 3 des ESC et des écoles d'ingénieurs et puis au fur et à mesure du staffing on pouvait descendre sur les écoles de rang 2, rang 3. Ouais. À la rigueur, l'université c'était Assas ou la Sorbonne, mais c'était pas forcément Paris 8 ou Paris 13. Et c'est comme ça que tu es formé. Et toi, dans ta tête, c'est justement, c'est des formations où on a du top niveau, donc il y aura pas de surprise. Et je suis pas en train de faire de la provoque en disant non, finalement ils sont pas tous bons, mais plutôt en train de dire tu peux prendre des personnes qui viennent d'autres formations et qui sont tout aussi bons en fait. Mais t'es pas, comme je te disais, t'es jeté dans le grand bain. On te dit allez, vas-y, go. Et toi, tu fais tes objectifs. Tu te rends compte que finalement, t'as assez peu de rupture de période d'essai, donc t'es une super recruteuse, quoi. Et puis, en fait, tu me disais, tu t'en rends pas spécialement compte. Non, c'est des biais qui sont complètement inconscients. Ouais. Et encore plus dans des volumes de recrutement importants que tu as pu connaître aussi. Exactement. Donc ensuite, moi, j'ai évolué au niveau de ma carrière dans les médias, donc un média print, digital et vidéo. Et en effet, là, aujourd'hui, c'est le job où, en effet, tu as besoin d'aller chercher un journaliste spécialisé en macroéconomie. Tu fais quoi ? Tu vas regarder les concurrents et tu te dis, on va les piocher là-bas. Alors que si tu réfléchis bien, le journalisme, c'est quoi ? C'est savoir faire un chapeau, trouver un titre percutant, être structuré. Et pourquoi, si tu n'as pas fait de la macroéconomie, mais jusqu'à présent, tu as fait, pourquoi pas, de la beauté ou du bien-être, qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Mais non, tu vas aller regarder directement à la concurrence. Il te répond sur LinkedIn Recruteur, tu es hyper contente et tu te dis go, on y va, c'est bon, j'ai trouvé le bon. Tu arrives fièrement devant ton hiring manager et tu lui dis regarde, le boulot il est fait quand même. Et là, je te prends l'exemple un peu générique du poste de journaliste, mais
ça s'applique partout, sur le marketing. Même moi, côté RH, je me disais, je vais aller prendre quelqu'un qui sait faire du recrutement dans le digital, que je ne vais pas aller former parce que il était dans un cabinet, qu'il a fait que du recrutement de comptables ou d'assistants, quoi. Et du coup, concrètement, comment tu t'en rends compte? C'est quoi le déclic pour toi où tu dis, parce qu'encore une fois, tu te dis, je fais le job, j'ai des bons résultats, il n'y a pas forcément de turnover ou de mauvais recrutement, mais pourtant, tu as un déclic et tu te dis, j'ai discriminé. Ouais. Le déclic arrive quand? Donc, je pars finalement chez Se Loger, et Se Loger se rapproche au même moment de Meilleurs Agents. Donc, Meilleurs Agents, super scale-up. Et là, les méthodos sont assez différentes. Et je commence un petit peu à challenger. J'écoute des podcasts, je vais un peu plus faire écouter des webinaires, etc. Et je tombe sur une vidéo YouTube. À l'époque, c'était pas encore Blendy, c'était T-Shaped Recruiter, d'Élise Moron, où elle fait une introduction en disant ce dont vous pouvez être victime, vous recruteurs, c'est que vous êtes happé par des biais. Et elle donne quelques exemples. Et sans partir dans le drama, j'ai un électrochoc. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ça fait pratiquement 12 ans que tu recrutes. Et pendant 12 ans, tu as peut-être discriminé pas mal de monde. Donc, je prends mon courage à deux mains. Je contacte Léo Bernard, qui n'est plus à présenter. Et du coup, on discute un petit peu. Il m'explique ce qui est Blendy, ce que ça va m'apporter. Et je me dis, en effet, je vais mettre la main à la poche. Je vais m'offrir cette formation. Parce que, en effet, j'ai envie d'être formée à toutes ces choses. Et surtout, j'ai envie que ce soit descendant et qu'aujourd'hui, il y ait le plus de managers possible avec lesquels je peux travailler chez Equino, qui puissent être sensibilisés à ça. Pendant cette formation ou après, est-ce que tu t'es rendu compte de certains biais que tu n'imaginais pas avant en te disant « Ah oui, mais ça, en fait, c'est un biais ou c'est de la discrimination ?» Ouais, On parlait tout à l'heure des écoles. En fait, oui, ça veut dire que tu as beaucoup de personnes qui n'ont même pas la chance d'être... dont le CV n'a même pas la chance d'être consulté. Tout ça, tu t'en rends compte petit à petit Ouais, je te dis vraiment un électrochoc où je me souviens avoir trié des CV en me disant « Oh bingo, il est à la concurrence. Oh bingo, il a fait telle école. » Et en fait, tu te fais happer par cet effet de halo avant même l'entretien, en fait. Et où, en fait, tu vas aller sélectionner ces personnes, alors qu'à côté, dans ton pipe, il y a peut-être des gens super qui attendent qu'on leur tende la main pour faire leurs preuves. Qui peut-être sont en conversion pro et qui du coup ont une niaque pas possible, qui s'auto-forment continuellement. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, j'ai peut-être pas toujours bien bossé en fait. Et comment tu fais en fait concrètement après pour corriger ça Ça part de quoi cette capacité d'éviter les biais dans le recrutement? Ouais. Alors en fait, quand on a fait la formation T-Shape, moi je l'ai fait en 2022. Et en fait, c'est pas juste une formation un peu basique où pendant 2 jours on te fait passer des slides, mais en amont, tu reçois un petit apéro avec des choses sur lesquelles tu vas être amené à réfléchir. Ouais. Les 2 jours sont hyper dynamiques, tu as des mises en situation. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un groupe où il y avait 2 alternantes qui étaient formées grâce à leur entreprise qui leur offrait cette formation. Quelqu'un qui était dans un cabinet, qui était chasseuse, quelqu'un qui se lançait freelance, et moi qui étais recruteuse interne. Et parmi toutes ces personnes, en fait, on rencontrait tous et toutes les mêmes problématiques, en fait. Et en sortant de là, je me suis dit... discrimination, biais, c'est fini, ça part à la poubelle. C'est une partie de ta carrière. T'as pas toujours bien fait, mais c'était inconscient. Et là, je pars en mission de conseil pendant 3 mois au sein d'une petite start-up où justement, je vais mettre en application tout ce que j'ai appris. Donc, je commence par rédiger ma première scorecard. Avec l'aide de managers, à les former à ce que c'est qu'un entretien structuré. Pourquoi c'est important un entretien structuré ? On est une toute petite équipe de recrutement, donc les former à l'autonomous hiring.
Donc, c'est tout ça. Ok. Et en fait, je mets en application pendant 3 mois. Et c'est là où je me dis, je suis prête, bingo, je peux aller, après cette mission de conseil, je peux aller dans une entreprise et mettre tout ça en place. On avait parlé effectivement avec Christelle de la scorecard, de l'entretien structuré. Donc on retrouve tout ça dans cet épisode avec Christelle. L'autonomous hiring, on n'en a pas parlé. C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ouais, alors ce qui se cache derrière ça, c'est que moi j'étais dans une start-up où en fait c'était des freelances qui allaient eux-mêmes se constituer leur propre équipe avec d'autres freelances. Donc forcément, tu vas leur apprendre des petites choses toutes bêtes, mais qu'est-ce que c'est qu'un beau copywriting et pas je m'achète une licence recruteur, je balance 50 CV et on y va. Comment est-ce que je mène un entretien structuré, comment est-ce que j'exploite ma banque de questions, en sachant que l'entreprise aussi mettait en avant qu'elle prenait beaucoup de personnes qui étaient en reconversion pro. Et aujourd'hui, le truc, c'est de se dire, plutôt que de me dire, c'est bon, il a été commercial, il va pouvoir le faire vu que c'est devenir agent immobilier, c'est de se dire, à côté, je vais peut-être aller évaluer des personnes qui sont peut-être, je sais pas moi, RH, qui ont été chauffeurs routiers ou ce genre de choses. Tu passes sur de la question situationnelle, de la question comportementale. Et là, en fait, en effet, à la fin, tu as ta petite grille en te disant, ouais, il n'a pas été dans le même secteur d'activité que moi, mais il a les super réflexes, il se pose les bonnes questions. Quand je dis que je cherche à recruter quelqu'un qui est thinks out the box, à côté de ça, ouais, en fait, les réponses qu'il m'a données sont quand même assez hallucinantes. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que je me fais pas happer. Ok. Je me souviens de votre motto, entre guillemets, votre slogan avec Christelle. Pas de bras, pas de chocolat, pas de scorecard, pas de recrutement. On est vraiment sur cette logique-là, avec la scorecard, de se concentrer sur des éléments factuels, des compétences attendues. Et c'est ça qui va limiter les biais. Est-ce que tu as remarqué, toi, des moments précis après ça où tes décisions de recrutement ont changé? Ouais, complètement. Complètement. En fait, je m'en suis rendu compte, je l'applique, pas je m'en suis rendu compte, parce que je m'en étais rendu compte déjà un petit moment. Mais pour mettre en place la scorecard chez Equino, j'ai commencé par ma propre équipe. Donc, je cherche un chargé de recrutement. J'ai écrit ma scorecard. Et ma scorecard me permettait aussi de définir un niveau. En me disant, je tombe sur la réponse 1, je suis plutôt face à un recruteur junior, un recruteur 1.2, plutôt quelqu'un de confirmé, un expert, un senior, un lead. Tu fais passer cet entretien à des candidats en préparant en amont. Je lui ai dit, voilà ce que c'est qu'un entretien structuré, comment est-ce qu'on va le faire. Donc tout le chemin a été dessiné. Où je me suis dit, en fait, au niveau du recrutement, j'ai été regarder des personnes qui pouvaient venir de tout secteur d'activité et pas forcément de quelqu'un du conseil ou qui peut être déjà qui est familier d'Equino parce qu'il a été chez un concurrent ou autre. Ouais. Et du coup, je fais cette fameuse scorecard. J'accueille mes candidats. Et à la fin, en fait, il me reste juste à calculer mes points, mes pourcentages, et qui me permet aussi de justifier, quand je donne ma réponse à des candidats, de leur dire, voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je te fais plus une offre de confirmé qu'une offre d'expert, pour telle et telle raison, parce que il te manque telle ou telle chose. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'avant d'arriver chez Equino, il y avait aussi un chargé de recrutement à pourvoir. Je n'étais pas encore là, mais ma DRH, Charlotte Devernay, me dit, on a préqualifié 3 candidats. Même si tu n'es pas encore là, vu que tu vas arriver dans quelques semaines, tu vas être la manager, je te propose de les voir en amont. Et l'entretien ne ressemble pas à une conversation. L'entretien est un entretien structuré avec des questions situationnelles, des questions comportementales. Sur les 3 candidats, je décide de n'en retenir aucun. Bim bam badaboum, le plus beau résultat, c'est quoi? C'est que quand j'appelle les candidats pour leur dire « voilà pourquoi je ne t'ai pas retenu », j'ai des candidats qui me disent « je savais, après cet entretien, que je n'étais pas retenue. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de questions sur lesquelles j'ai séché
Et en effet, je comprends au niveau des attentes que mes manquements sont là, là et là, même si j'ai 7 ou 8 ans d'expérience professionnelle, que je sais recruter un designer ou un ingénieur. Et je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est que j'ai eu un candidat que j'ai appelé et qui m'a dit « Malika, je savais que tu ne me prendrais pas parce que sur tel et tel aspect, en effet, ça a fait chou blanc. Mais ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 1 an. Et dans 1 an, tu verras si je me suis auto-formée, si ça m'a permis de challenger un peu ces process et ces méthodes. Ouais. Et là, tu te dis que, au-delà du fait que ensuite on a staffé quelqu'un, tu te dis que c'est quand même une sacrée victoire de dire qu'il y a un candidat qui te dit « Je ne suis pas retenu, merci, parce qu'en fait, je vais aller challenger mon job comme toi, tu l'as fait en fait. » Et tu l'as suivi, ce candidat ? Et je l'ai suivi, ce candidat. On est encore parfois en contact sur LinkedIn. Et c'est une très jolie histoire, en fait. Ouais, c'est chouette. Et effectivement, on revient sur ces fondamentaux que sont l'entretien structuré qui apportent dans les 2 cas, effectivement pour des candidats qu'on ne retient pas, mais aussi qui garantit un bon recrutement. Ce qui est marrant, c'est qu'on a parlé au début de cet épisode du fait que tu n'avais pas spécialement eu beaucoup d'erreurs de recrutement, même en ayant eu des biais. Ouais. Qu'est-ce que tu constates aussi avec cette méthodologie ? C'est pareil, en fait, t'as pas de mauvais casting, entre guillemets ? Alors, j'ai pas forcément de mauvais casting, mais j'ai l'impression d'être plus juste dans ma manière d'évaluer et de donner un petit peu plus la chance aux autres. Et puis aussi, ça s'inscrit probablement dans une méthode ou une vision de management ensuite basée sur des compétences, des capacités d'évolution sur certains critères, etc. Donc j'imagine que ça entraîne directement les candidats à être dans ce mindset-là. Ce qui m'intéresse maintenant pour cette dernière partie un petit peu de l'épisode, c'est se concentrer aussi sur ce déclic. C'est passé par la formation Blendy et je le vois, ou je l'entends souvent et je le vois souvent même sur LinkedIn, des RH qui se disent être la dernière roue du carrosse, ne pas bénéficier de formation. Tu l'as dit toi-même, tu as mis la main à la poche à ce moment-là. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus sur la formation dans les RH ou dans le recrutement ? Ouais, alors pour le coup, j'ai aussi vu quelque chose qui s'est complètement transformé il y a assez peu de temps, je dirais c'est 1 ou 2 ans, mais très souvent le recrutement c'était un peu le parent pauvre des RH. En général, tu commençais recruteur à la sortie d'école pour ensuite évoluer vers un poste de généraliste RH où là c'était le Graal et où moi-même au bout de 10 ans d'expérience professionnelle, dans ma famille on me disait mais t'es toujours pas DRH, ça fait 10 ans que tu fais du recrutement. Et je leur disais, oui, c'est peut-être un parent pauvre pour vous, mais pas pour moi, parce que le recrutement, c'est du marketing, c'est du sales, c'est du growth, c'est aussi du copywriting, du storytelling, etc. Et en fait, on voit aujourd'hui pas mal, même si j'aime pas trop ce mot, mais pas mal d'influenceurs RH qui partagent les practices, etc. Et en fait, tu peux aller t'auto-former aussi bien via ces personnes. Moi, je me suis formée via Recruit, qui était la communauté des recruteurs fondée par Clément Gobet, qui pour le coup faisait, je me souviens, tous les mardis midi, inviter quelqu'un pour partager ses practices. Et à la fin, tu pouvais aller contacter la personne. Alors, contrairement à ce qu'on pense, moi aussi, j'avais un biais, c'est de te dire quand tu es recruteur, les autres recruteurs sont forcément tes ennemis. Parce qu'ils viennent te piquer des candidats et parce que tu dois aller leur piquer des candidats. Et au finish, non, le monde du recrutement et notamment dans la tech, c'est des équipes qui sont vraiment solidaires. Tu vas appeler, tu vas dire j'ai jamais fait de scorecard, on va te dire bah attends, moi je vais te partager la mienne, je vais te dire comment je l'ai construit, etc. Et puis aussi un peu taper à la porte côté RH en disant je suis en train de faire un plan de développement pour un peu tout le monde, mais pas pour moi. Donc pas avoir honte de dire moi aussi je vais me former, je vais aller demander une formation. Moi j'ai la chance d'avoir avec ma DRH Charlotte l'entretien annuel qui se termine pas avec les bons ou les mauvais points, mais plutôt avec un plan de développement. Ouais, bien sûr. Avec elle ce qu'elle peut m'apporter, moi
ce dont j'ai besoin pour évoluer. Et donc, je lui disais, aujourd'hui, le challenge, ça va être de former tout le monde à ce qu'est une scorecard, l'entretien structuré, la formation à la non-discrimination, au biais. Et pour ça, j'aimerais qu'on m'offre la formation de Marie-Sophie, qui est la maîtresse en termes de biais cognitifs. Et j'ai eu le bingo de ma DRH qui m'a dit, bien sûr, ça fait quand même moins d'un an que je suis chez Equino, mais où elle m'a dit, bien sûr, ça va te servir dans ta carrière, mais ça va aussi servir chez nous, Equino. Ouais. Donc, bingo, bien sûr, il y a du budget et tu y vas, quoi. Néanmoins, on peut constater quand même parfois cette forme d'autocensure chez les RH ou les recruteurs qui sont assez proches de ces budgets de formation quand même et qui se disent ok, je donne pour tout le monde, je prévois les budgets de formation pour tout le monde et parfois on s'oublie un petit peu. Pourquoi c'est important de continuer à se former? Je pense que tu l'as dit aussi un peu en introduction. Le recrutement, ça fait 15 ans que tu en fais, tu disais? 15 ans, ouais. Mais ça évolue sans cesse. C'est pour ça que c'est important qu'il faut de se former. Bien sûr, c'est important de se former. Moi, j'ai osé aller voir ma DRH pour lui demander. Et vraiment, j'encourage tout le monde, des personnes qui peuvent être dans mon cas, à aller justement demander des formations et pas juste s'auto-former, mais se dire, il y a un budget, moi aussi j'ai le droit. Et d'y aller, il y a des tas de formateurs qui sont vraiment top que tu peux voir via LinkedIn, il y a des communautés de recruteurs, et où en fait, faut que tu penses à toi. Ouais. Ça fait partie un petit peu des points sur lesquels j'aime bien discuter dans ce podcast, parce que je me dis, en tout cas, mon ambition, c'est que des gens écoutent ce podcast et se disent « Ok, oui, moi aussi, il faut que j'ose, comme tu l'as employé, j'ose aller voir ma DRH, j'ose aller voir mon CEO quand on est DRH et qu'on a besoin de recruter dans son équipe. » C'est tous ces sujets-là, moi, qui me passionnent, où j'ai envie d'aider aussi cette fonction RH à se dire « Ok, qu'est-ce qu'il faut pour aller voir un DRH ou aller voir un CEO ?» Au-delà du courage, il faut, j'imagine, aussi construire son business case. Pourquoi c'est important de me former? Complètement. Pourquoi c'est important de recruter? Ouais. Alors, je te donnais l'exemple de l'entretien annuel d'évaluation, mais il ne faut pas attendre un an quand tu penses à quelque chose. Mais te dire, en fait, là, au niveau des KPI, des résultats, je trouve qu'on est un peu moins bon sur telle ou telle chose. Ce que je propose, c'est d'aller me former. Ce sera en plus bénéfique, pas que pour moi, mais pour toute la société. Et c'est plutôt bien accueilli. Parce que jusqu'à présent, très honnêtement, TRH, qu'est-ce que tu oses demander? La formation en anglais, la formation en Excel pour mieux calculer tes KPI, alors que tu as pléthore de formations, pléthore d'outils sur lesquels tu peux aller. Et pas s'oublier. Tu vois, hier, j'ai regardé un film que j'ai adoré sur une amitié entre deux jeunes d'un quartier sensible. L'un est autiste, l'autre ne l'est pas. Et celui qui justement n'est pas porteur de handicap dit au second, en fait, si tu poses une question, tu seras bête 5 minutes, mais si tu n'en poses pas, tu seras bête toute ta vie. Et c'est la même chose que tu peux te dire au niveau de la formation, c'est je m'auto-censure. C'est aussi un peu, je trouve, très franco-français, se dire j'ai peur de lever la main et de dire que j'ai besoin d'une formation parce que derrière, ça va peut-être dire que je ne suis pas à l'aise sur mon métier, que je ne suis pas assez expert alors que j'ai 10, 15, 20 ans d'expérience derrière moi. Non, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de courage. Comme aujourd'hui, ce titre un peu provoque de « je discriminais mais je me soigne ». Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour ce conseil. Je pense que c'est vraiment ça, la clé, c'est d'oser évidemment et aussi de mettre en lumière les données qui peuvent justifier ou non, et puis surtout discuter et se faire accompagner potentiellement par ses pairs. Si j'ai un conseil à donner aux consoeurs et aux confrères, c'est levez la main, n'ayez pas honte de dire je sais pas. N'ayez pas honte de contacter des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que vous, qui ont peut-être 1 ou 2 ans d'expérience et qui vont vous apporter plein de choses. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu des personnes qui m'ont, dans la communauté Recruit, qui m'ont ouvert grand les bras en me disant tiens, regarde, ma banque de questions, c'est ça. Ma scorecard, elle ressemble à ça.
Mais va la challenger parce qu'elle est propre à mon entreprise. Peut-être que si tu vas aller voir un métro alors que moi je suis Conto ou Doctolib, il y a encore des autres méthodos. Moi, quand je suis arrivée dans cette communauté de recruteurs tech, j'ai Christelle qui m'a ouvert grand les bras en me disant n'aie pas honte de venir aussi demander des conseils. Ouais. Moi aussi, demain, je peux venir te voir parce que je ne maîtrise pas un sujet et te dire Malika, sur ça, je suis un peu à la bourre, je vois que vous le faites chez Equino, tu as fait ça comment, etc. Voilà. Ok. On termine sur ce conseil, ne pas hésiter à lever la main et discuter avec ses pairs. Pour terminer l'épisode, on termine toujours par la recommandation, la cooptation. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais voir dans le podcast ? Ouais, alors j'ai pensé à plein de personnes lorsqu'on a préparé ça, mais je pense en priorité à Adeline Hernandez, qui est la TAM de Tigerson. C'est une personne extrêmement brillante, mais qui justement n'est pas toujours sous la lumière. Moi, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main quand j'essayais un peu de me challenger sur la chasse de tête, qui m'a appris ce que c'était que de la recherche en X-ray, etc. Cette femme formidable, à la base, son job, c'était gestionnaire de paye. Aujourd'hui, elle est recruteuse. C'est, je pense, la recruteuse la plus brillante que j'ai rencontrée dans ma carrière. Et j'aimerais bien qu'on mette un peu la lumière sur peut-être cette femme formidable qui fait un super boulot, aussi bien chez Tigerson, mais aussi bien au niveau de la communauté recruteur, qui est une femme généreuse, en plus d'être très brillante. Super, merci beaucoup. Un parcours qui a l'air inspirant et effectivement, si on peut l'avoir, ça sera certainement un super épisode de podcast. Merci beaucoup en tout cas Malika, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci Paul pour l'invitation. Merci, ça a été aussi très cool de venir faire son mea culpa et donner des conseils aux consoeurs et aux confrères. Merci Malika. Merci Paul. À bientôt. À bientôt.